Hello, bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de performance et de choses qu'on a fait chez Clever Cloud pour travailler un peu correctement là-dessus. Attendez, juste 2 secondes, je vais faire quelque chose avec mes slides. Hop, voilà. Si vous n'êtes pas encore au courant, alors qu'on parcourt toute la conf et qu'on va dire bonjour à tout le monde, nous on fait de l'IT Automation, on héberge des applications. On gère toutes les technos que vous voyez là sur mon t-shirt. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à si vous les reconnaissez toutes. Il y en a des vraiment bizarres dans le tas. On a le support Rust et Haskell en web depuis quelques temps d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et moi du coup, chez Clever, je bosse sur la sécurité et je bosse sur un composant qu'on a pré-release, qu'on annonce sous le manteau, un projet super secret que tout le monde peut trouver sur GitHub, qui s'appelle Sozu. Sozu, c'est quoi? C'est un reverse proxy HTTP. Ah, je vais prendre des photos du logo. Il est là, voilà. C'est très interactif. Donc, votre requête HTTP arrive quelque part sur Clever. En fait, on a des serveurs frontaux qui vont recevoir la requête, qui vont regarder le hostname, le préfixe d'URL, et qui vont savoir à quel serveur backend on envoie. Sachant que pour une application, il peut y avoir plein de serveurs backend. Pour une application, on peut avoir plusieurs noms de domaine, on peut avoir même plusieurs certificats, on peut avoir plein de choses. Et donc, on a un composant central qui est reverse proxy, qui reçoit tout le trafic. Jusqu'ici, on utilisait un reverse proxy HTTP qui s'appelle HAProxy, qui est un projet qui a un petit peu d'âge maintenant, mais qui est extrêmement performant, très bien codé. Je vous encourage même à lire les sources, et moi j'apprends toujours des trucs dedans. HAProxy a un petit problème, c'est que si on doit changer sa conf, il faut réécrire le fichier de conf entier et lui demander de recharger la conf, mais pour lui ça implique d'aller créer de nouveaux worker process et potentiellement à un moment on va drop les connexions quand on vire les anciens process. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui gèrent des connexions réseau existantes et puis on en met de nouveaux. Et il y a un moment, c'est de la consommation de ressources, il faut qu'on enlève les anciens processus. Mais s'ils sont encore en train de traiter du trafic valide qui va chez Clever, on risque de couper des connexions. Et ça, c'est un problème que plein de solutions du marché ont. Là où c'est vraiment gênant sur une solution comme Clever, c'est que nous, on a des changements de conf tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes passé sur notre stand, vous voyez les petites loupiottes, il y avait des petites bandes de LED et puis de la lumière qui montait. Chaque fois que la lumière montait, c'était un événement d'un déploiement d'applications, des choses comme ça. Et ça implique une réécriture de la configuration du proxy à chaque fois. Donc, il y a environ 2-3 ans, on a commencé à réfléchir un petit peu à ce qu'on pouvait faire. Il y a eu un POC en Node qui a été fait pour valider que changer la conf au runtime, c'était un truc qui pouvait se faire assez simplement. Et au final, on s'est orienté vers le proxy actuel, donc qui s'appelle Sozu, qui est fait pour gérer le changement de configuration au runtime. C'est-à-dire qu'on ne va pas recharger un process ou quoi que ce soit. On a le programme existant, il reçoit une information de changement de configuration, il met à jour sa conf dans mémoire, il se met à changer son routage, mais c'est un non-événement un changement de conf. C'est quelque chose qui arrive tout le temps et qui ne devrait pas poser des problèmes à l'utilisation du proxy. Il y a aussi une partie qui est assez importante, on est très précis sur ce qu'est un changement de conf. On n'est pas comme d'autres solutions avec un proxy où on réécrit toute la conf et on écrase au moindre changement. Non, on envoie des diffs. On ajoute tel nom de domaine pour telle application. On vire tel serveur de backend pour telle application. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on peut obtenir des informations très intéressantes. Par exemple, si vous enlevez un serveur backend de votre application, le proxy va vous dire « Ok, j'ai eu l'information, je sais qu'il faut enlever ce serveur, donc je ne lui envoie plus de trafic. Par contre, je vais vous dire, j'ai encore 4-5 connexions qui sont dessus, et donc je ne peux pas couper complètement l'accès pour le moment. » Et un peu plus tard, le proxy va dire, c'est bon, on peut arrêter. Et là, du coup, on peut en fait vraiment enlever la machine virtuelle. Mais on peut aussi avoir des comportements intéressants, c'est-à-dire si on a une connexion en keep alive, donc on doit garder courante entre le client et le back-end par le proxy, on va envoyer un connection close
à la fin de la dernière réponse pour vraiment fermer le truc et pas garder le keep alive à ce moment-là. Ou alors on garde la connexion entre le client et le proxy et on va rediriger les nouvelles requêtes vers un nouveau backend. On peut faire des choses assez intéressantes dans le fonctionnement parce qu'on a une vision très 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 précise de l'état du proxy. Donc, deuxième truc, ça c'était pas trop simple à faire, ça m'a quand même pris environ un mois à bidouiller avant de comprendre comment ça marchait. Il y a un moment, votre code, il faut le mettre à jour. Vous ne voulez pas de downtime, point. Donc, on a une petite danse que le proxy fait. On dit au master, c'est bon, maintenant on se met à jour, on met à jour le code. Il va recréer de nouveaux workers qui vont avoir le nouveau code, qui vont prendre la configuration actuelle. Il va dire aux anciens workers, c'est bon, on arrête de prendre de nouvelles connexions. On va attendre que cela ait fini leur travail. Le master, lui, se fork et se crée une nouvelle version qui reprend la main sur tout le reste. Et en fait, comme ça, on a eu un proxy qui a mis à jour son code et qui n'a jamais laissé tomber la moindre connexion. Pourquoi on a des besoins comme ça? Nous, on héberge des milliers d'applications. Ça fait 5-6 ans qu'on teste, on voit les problèmes qu'on peut avoir sur du changement de configuration à chaud, sur des mises à jour, des choses comme ça. Donc quand on s'est mis là-dessus, on avait une shopping list un peu costaud, quoi. Donc on s'est dit, il faut faire les choses proprement. Et il y a un dernier truc dont on avait besoin, c'est qu'il faut de la prédictabilité. Vous ne pouvez pas avoir un soft qui d'un coup va se mettre à utiliser plein de RAM ou qui va rajouter de la latence tout d'un coup. Donc on s'est mis à travailler sur la stabilité du système, quitte à avoir un fonctionnement qui est contre-intuitif. C'est-à-dire par exemple, vous avez le nombre de requêtes qui augmente. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous utilisez un langage dynamique classique. Et les méthodes habituelles, plus vous avez de connexion, plus ça va prendre de ressources. Puis à un moment, en fait, vous avez utilisé toute la RAM. Ça va commencer à swapper. Vous allez avoir de la latence qui s'accumule. Et tout le proxy va se casser la figure. Nous, on fait un truc, c'est que par exemple, quand on atteint le max des ressources, on arrête de prendre des requêtes. C'est très prédictible et on n'introduit pas de latence en plus pour les requêtes en plus, quand on a dépassé le quota. Donc, ça ne doit jamais s'arrêter, donc on a parlé de l'upgrade. Ça doit gérer une configuration énorme. Et donc je vous disais, il est secret, il est sur GitHub. Je vous remettrai le lien après, mais bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune. Mais si vous voulez l'utiliser, si vous voulez tester, il n'y a aucun problème, il suffit de nous causer. C'est le projet le plus stable que j'ai vu jusqu'ici. Hein. J'ai shippé du C, du Ruby, du Scala, tout ce qu'on veut. Le Rust en prod, c'est solide. Je ne vous ai peut-être pas dit encore que c'était en Rust. C'était secret aussi. C'est bien pour notre cas, pour un load balancer avec plein d'applications derrière, mais dans le cas d'une archi à microservices, c'est aussi très bien parce que les microservices, on en crée un nouveau, on en enlève un, on les change d'endroit, on a des conteneurs qui peuvent se mettre un petit peu partout. Donc quelque chose qui prend le changement de conf à chaud, c'est extrêmement pratique dans ce genre de cas. Voilà. Il y a une petite archi assez simple en cas de projet. Il y a une lib qui vous permet de faire votre propre proxy, si vous voulez. C'est très bien pour les tests et c'est très bien pour des cas particuliers. Il y a le binaire qui gère sa conf rechargée à chaud, qui gère les upgrades sans downtime. Et en fait, il y a une API pour causer au proxy et on peut construire plein d'outils par-dessus. À l'intérieur, ça utilise une lib de parseur combinator, je crois que j'avais déjà présenté ici ou ailleurs. Donc ça permet de faire des parseurs qui sont rapides, qui sont sûrs, qui peuvent faire du zéro copie. Ils vont jamais copier la moindre donnée. Entre le début si on renvoie par exemple le host qu'on trouve dans une requête HTTP, on va juste avoir un pointeur vers l'endroit dans la mémoire où c'était. On ne va pas le copier et le mettre n'importe où. On a le HTTP1 et TLS. L'implément HTTP1 est custom. Je vous dis qu'on a une API pour discuter avec lui. On a une socket Unix en fait. On s'est dit que avoir un proxy qui écoute sur localhost pour recevoir ces changements de conf, ça signifie que n'importe qui est sur localhost peut d'un coup envoyer n'importe quoi dessus, alors qu'une socket Unix, ça se gère avec des droits d'accès de fichiers, et donc on a l'archi en multiprocess. Pourquoi on l'a fait en Rust? Parce que Rust, c'est mieux que tout le reste.
Non, enfin pas forcément. Mais moi, ça fait 4 ans que j'en fais. J'ai commencé, le langage n'était vraiment pas stable. Mais maintenant, ça commence à monter en puissance. Parce que c'est un langage qui permet d'écrire très très facilement du code qui va être valable en production. Effectivement, il peut y avoir une petite barrière à l'entrée, c'est pas un langage qui est simple non plus, mais ce que vous allez créer avec, ce sera très vite très solide. Et c'est pour ça que moi j'ai poussé pour qu'on en fasse, j'ai fait ma lib de parseur, j'ai fait d'autres outils, mais il faut savoir que chez Clever, c'est même pas moi qui ai mis en prod du Rust le premier. Voilà. Donc, arrivons à notre partie intéressante, la performance. Donc nous, on a voulu quelque chose qui est rapide, parce que faut pas qu'on ralentisse les requêtes des gens, faut que ça ait le moins d'impact possible sur le trafic, et il faut que ce soit stable. Qu'est-ce que ça implique d'avoir un proxy qui est rapide? Hop. On voit pas bien les gifs. Ouais. Vous vous souvenez de ce jeu? Alors, il y a une petite équation, très très simple, c'est que des additions. Le response time, c'est la latence réseau plus le service time plus le wait time. Le response time, c'est en fait, votre client envoie la requête, la réponse arrive entièrement, c'est-à-dire à partir du premier octet qu'on a envoyé et jusqu'au dernier octet qu'on a reçu. C'est ça la métrique qui est importante pour l'utilisateur, c'est-à-dire quand il charge une page web, si le réseau, si la machine est juste à côté, la latence réseau va être toute petite, mais si le serveur est très lent, l'utilisateur verra quand même quelque chose de lent. Donc nous, là où on est, la latence réseau, dans le proxy, on ne peut pas l'affecter. C'est quelque chose qui est plus au niveau des data centers, des interconnexions avec les clients, d'aller mettre par exemple des serveurs dans des data centers qui sont proches des utilisateurs. Tout ce qu'on peut affecter, c'est ce qu'on appelle le service time et le wait time. Le service time, c'est le temps que votre système passe effectivement à traiter la requête. Donc, alors que le wait time, c'est le temps où votre requête, elle est là, elle est dans le pipe, mais pour différentes raisons, elle n'est pas traitée. Ça, c'est les deux choses qu'on peut affecter parce que c'est ça qui fonctionne c'est ça qu'on peut mesurer dans notre service. Et c'est pas que sur un proxy, hein, ça peut être sur un serveur web ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a un problème important là-dedans, c'est que chaque utilisateur ne s'intéresse qu'à sa propre requête. C'est son propre response time qui est important. Si vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai une moyenne de 500 millisecondes de réponse, mais que lui, il a eu sa réponse en 3 semaines, vous avez un problème. Et le truc qu'on a dans ce calcul-là, c'est que le wait time, par contre, lui, dépend des autres requêtes gérées par le système. Parce que par exemple, imaginez, je ne sais pas, vous êtes au restaurant, le temps effectif passé sur votre commande, entre on a pris votre commande, on l'a envoyé en cuisine, on a préparé le plat, etc. Et le temps effectivement passé à attendre que ça se passe, qu'on gère les autres clients, etc. Vous savez que si vous étiez tout seul dans le resto, ça pourrait peut-être se passer beaucoup plus vite. Le problème, c'est que ça n'a aucun intérêt de faire un resto qui est fait pour un seul client. De la même manière, quand on a un service web, quand on a un proxy, on a quand même envie de recevoir pas mal de trafic d'un coup. Donc, le gros N là-dedans, dans cette équation-là, c'est le nombre de requêtes concurrentes qu'on est en train de gérer, enfin le nombre de clients qu'on a. Le service time, c'est le service time qu'il va y avoir chez les autres clients. Et le context switch, c'est le temps qui se passe à aller gérer d'une requête à une autre. Et on sépare ça parce que, généralement, on gère un client, puis on va en voir un autre, etc. Ça va prendre du temps de passer de l'un à l'autre. Et le service time, c'est effectivement quand on est en train de servir quelqu'un d'autre, on n'est pas en train de servir le client courant. Donc, avec ça, on a deux petites équations qui sont relativement simples sur comment on peut aborder la performance. Donc, ce qu'on veut, c'est réduire le response time. Avant de commencer à s'attaquer à la performance elle-même, à essayer d'optimiser, il faut d'abord savoir mesurer. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait un moment des TP de quoi que ce soit. Vous n'allez pas dire au doigt mouillé, ou vous regardez globalement la couleur de ce qu'il y a dans votre bécher ou quelque chose comme ça, et vous dites, bon, ça doit être ça la concentration. Non, vous mesurez, vous faites des calculs, vous faites de l'ingénierie. Donc il y a un premier outil qui est très très simple,
Vous avez peut-être vu en cours de stats ce qu'on appelle les percentiles. Ça, c'est extrêmement important en performance. On ne mesure pas une performance en moyenne. Si je vous dis, voilà, je vous disais tout à l'heure, j'ai mes réponses qui sont faites en moyenne en 500 millisecondes, mais qu'il y a un pourcentage de mes utilisateurs qui reçoit le truc en plus de 15 secondes, vous allez avoir un problème. Donc là, c'est un petit graphe de percentage, je crois que c'est du Nginx que j'avais benchmarké, avec les différentes couleurs. Donc on sait qu'on a 10% des utilisateurs où ça répondait en environ 10 secondes. Quand on arrivait à 75%, il y avait 75% des utilisateurs, ça répondait en moins de 20 secondes, etc. Et en fait, le problème, c'est que faut pas vous concentrer que sur les utilisateurs qui sont dans les en dessous de 90%. Parce que les requêtes que vous avez au-dessus, là, dans les 99,9, etc., on va le voir derrière, elles ralentissent tout le monde. Et si vous avez par exemple une requête sur une page web, vous pouvez avoir un cas où une des requêtes va se retrouver plus lente, mais va bloquer tout le reste derrière. Donc il faut en fait être extrêmement stable sur la performance. Donc comment on mesure ce genre de choses? Il faut savoir que là, ce benchmark-là n'était pas terrible, parce que on voit bien en fait que on arrivait à capacité sur le service. Il aurait fallu augmenter peut-être encore un peu plus pour voir le moment où la latence grimpe encore plus, où le service n'arrive même plus à gérer quoi que ce soit. Donc moi, quand je fais mes benchmarks, généralement je prends un paramètre fixe, donc ça va être la taille de la machine, la taille de la RAM, le type de requête, un fichier à envoyer, etc. Et j'augmente le nombre de requêtes. À chaque fois que je prends, chaque fois que je prends un nombre de requêtes concurrentes, enfin un nombre de requêtes par seconde, pardon, on peut aussi avoir un nombre de clients concurrents par contre, je mesure mes percentiles, je mesure le nombre de timeout, le nombre de requêtes qu'on a juste laissé tomber, et j'augmente. Et je refais une mesure, et j'augmente, et je refais une mesure. C'est pour ça que quand on vous donne les percentiles, vous voyez bien qu'on a un graphe comme ça avec l'apparition en cumulé des retards. Pour ceux qui ont fait un peu d'automatique, ça marche très bien avec un graphe en logarithme. Parce que on va voir, au lieu de voir un truc qui capte comme ça, on va voir plus une courbe qui augmente au fur et à mesure. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, avec ça, on a de quoi à peu près mesurer. C'est quand même bien que là, maintenant, on s'y mette. Hein. Donc, comment on va réduire le wait time? Je passe les gifs trop vite. Il faudrait que je rejoue à ce jeu à un moment. Donc, d'abord, méthode d'ingénierie standard dans le cloud, on rajoute des machines. C'est pas compliqué, hein. Plus on a de machines, plus on peut gérer de capacité. Mais rappelez-vous nos équations. C'est-à-dire que ce que vous allez réduire, c'est le wait time, mais vous n'allez pas réduire le service time. C'est-à-dire que vous pouvez gérer plus de requêtes en même temps, mais le temps passé effectif sur chaque requête va être le même. Donc vous ne pouvez pas juste ajouter des machines tout le temps. Le concept de maintenant les machines sont vachement plus rapides et donc ça sert à rien de passer du temps développeur dessus, c'est une sottise. C'est un des axes que vous pouvez exploiter, mais ce n'est pas le seul. Donc, tout à l'heure je vous parlais des contextes switch, il faudra en éliminer. Comment on fait? On verra. Il faut réduire le service time, on optimise le code, je ne sais pas comment on va faire. Et on veut de la stabilité. Tout à l'heure, je vous parlais de rendre le truc le plus stable possible. C'est cette histoire des percentiles. Si vous regardez encore l'équation, à chaque fois qu'un service prend une milliseconde de plus à être géré, ça veut dire que c'est rajouté au wait time de toutes les autres requêtes. Et du coup, on attend ce qui se passe. Un truc qu'on a commencé à faire dès le début, c'est effectivement mettre une limite au nombre de requêtes concurrentes. Il y a un moment, on veut se laisser de la marge, avoir suffisamment de CPU pour gérer plus de requêtes. Mais si on le fait trop, on va ajouter de la latence. Ça ajoute un mécanisme qui est intéressant, qui est celui de la back pressure. C'est-à-dire quand vous tapez sur un système, quand vous envoyez un truc sur une API, il faut que le système vous dise à un moment, là je ne peux plus gérer. C'est pas au client de se dire, d'essayer d'estimer comment le serveur peut gérer et d'envoyer. Le serveur va vous envoyer bouler s'il ne peut pas gérer et c'est à vous de vous arrêter. Voilà. On préalloue
pas mal de données, d'informations, de mémoire, parce que ce genre de choses a tendance à ajouter de la latence, de l'instabilité. Je ne sais pas si vous êtes dans une conférence de Java, donc vous avez des langages à garbage collection, non? Bon, en Java, les garbage collectors qu'on peut avoir sont généralement de bonne qualité, hein, mais bon. Mais ce genre de choses ajoute de la latence. Et quand on ajoute de la latence à un endroit, on l'ajoute pour tout le monde. Donc, première chose, on veut réduire la consommation de ressources. Ok, donc on peut ajouter des machines, mais effectivement on peut faire en sorte que sur la machine courante, on utilise moins de ressources par client. Alors là, sur l'historique de la gestion des serveurs web, on a eu plusieurs méthodes. Dans le temps, dans le grand temps, enfin, moyennant, attention, je vais dire des choses qui sont assez blanc-noir, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et je vais commencer par vous dire que dans le temps, on faisait de l'IO bloquante, c'est-à-dire qu'on quand on veut faire une lecture sur la carte réseau, ben, d'un coup le thread courant est bloqué et ne fait plus rien pendant ce temps-là. On savait faire du non-bloquant et d'autres choses comme ça depuis bien longtemps avant. Mais bon, prenons l'historique un peu sur les serveurs web classiques. Donc, vous avez un thread ou un process qui gère une requête, bah, il va lire la socket, il n'y a pas de données, bah, j'arrête, je fais rien, je fais rien, je fais rien. Puis à un moment, le kernel va réveiller le process en question, et il va pouvoir lire, puis après il va vouloir écrire quelque part. Puis si c'est bloquant, bah, si ça marche pas, on va attendre, le process ne fait rien pendant que c'est en train d'écrire, puis après on va lui rendre la main. Bon. Le problème c'est que si on ne peut pas gérer, un thread qui fait ça, ne peut pas gérer plusieurs clients à la fois. Donc c'est pour ça qu'on a voulu distribuer un petit peu. On a eu le modèle en fork, par exemple, où vous avez peut-être vu dans Apache et autres comment ça pouvait marcher. Quand on reçoit une nouvelle requête, on va se forker, on va créer un nouveau process qui va gérer la requête en question. Et quand il a fini, bah, il s'arrête. Et donc du coup, on a un master process qui ne fait que juste écouter sur la connexion. Et quand il y a une nouvelle, il crée un process et puis il ne gère pas plus après. Du coup, créer des process pour chaque requête, c'est quand même un peu coûteux. Donc on a eu différentes méthodes. On a eu le pré-fork, où en fait on a un pool de process dans lequel on peut taper. C'est-à-dire on a une nouvelle requête, hop, on envoie un process qui est dispo. Et quand le process a fini, bah, il indique c'est bon, j'ai fini, mais il rentre dans le pool de process. On s'est mis à faire du multithreading. Au lieu d'avoir différents process, on a différents threads. Mais c'est la même approche, hein, on peut avoir un thread qui bloque sur son IO. Il est venu, c'est en 99, quelqu'un a posé, je ne me rappelle plus le nom de la personne, a posé la question du problème C10K. Comment est-ce qu'on peut gérer plus de 10 000 connexions concurrentes au même service, de préférence sur la même machine. Ça, faut savoir que chaque thread ou process qu'on a, c'est de la consommation de ressources. C'est un contexte, c'est de la mémoire, c'est des choses comme ça. Donc, il y a eu du boulot qui a été fait dans un autre sens pour pouvoir gérer plus de choses dans un seul fil d'exécution. Et donc, on a commencé par faire de l'IO non bloquante. Donc, comme je disais tout à l'heure, attention, l'IO non bloquante, on savait quand même faire ça depuis un moment. On savait faire de l'électronique hein, dans le temps. C'était au niveau un peu plus haut où on a mis un peu de temps à rattraper. Donc l'idée c'était qu'on pouvait avoir un service qui va essayer de lire ou écrire sur une socket, puis s'il peut pas, on essaie de lire, il n'y a pas de données, ben, hop, on va faire autre chose en attendant, et puis après on revient. Et alors il y a eu les méthodes où on demandait régulièrement aux sockets, est-ce que je peux lire, est-ce que je peux lire, est-ce que je peux faire quelque chose? Et ça c'était quelque chose qui était quand même sympa à utiliser, mais qui était quand même plus coûteux, enfin qui était assez coûteux, pardon. Et du coup, il y a eu des mécanismes qui ont été intégrés au noyau, notamment Linux et BSD, pour faire du polling. C'est-à-dire qu'on indiquait à l'OS, voilà telle socket qui m'intéresse, je veux savoir quand celle-là est lisible, quand celle-là est inscriptible, je veux savoir s'il y a eu une erreur, etc. Et avec ça, on s'est mis à faire des serveurs web et autres qui étaient beaucoup plus performants, parce qu'ils pouvaient gérer plein de connexions en même temps dans un seul thread. C'est comme ça que sont conçus Nginx, HAProxy et autres. Chaque process va avoir, alors, ça dépend, Nginx ils sont allés un petit peu loin dans leur design, ils ont d'autres choses, mais dans l'idée, on a un process qui gère un seul thread et qui a une event loop comme ça, il boucle, il demande quels sont les nouveaux événements, il traite les événements, c'est tiens j'ai cette socket là qui est lisible maintenant, donc je vais récupérer la donnée, je vais commencer à la parser, puis après je passe à l'autre, tiens j'avais un truc dans le buffer à envoyer, bah, je l'envoie maintenant, etc. Donc ça permet d'avoir des serveurs qui sont extrêmement performants. Un aparté,
il y a une série d'articles sur select is broken, poll is broken, epoll is broken, où quelqu'un finit par vous expliquer que pour avoir un truc qui marche bien, en fait, faudrait fonctionner sous FreeBSD plutôt que sous Linux. Je vous encourage à aller chercher ça, c'est assez intéressant. Donc, on a moyen d'avoir dans un seul fil d'exécution une performance plus qu'acceptable. On va quand même peut-être avoir envie de faire du multithreading, c'est pas un problème. On peut avoir plusieurs event loops qui tournent en même temps. C'est ce que font Nginx et les autres. Par contre, on va encore avoir nos problèmes de context switch. Parce qu'on peut avoir des process ou threads qui se battent pour des ressources, comme l'accès à un CPU, ou qui se battent pour aller lire de l'info quelque part, parce que ça va être synchronisé. Et là, on va avoir une grosse partie des problèmes de perf modernes. C'est-à-dire que, qui ici se rappelle de l'introduction des processeurs à multicœur? Voilà. C'est assez récent. Avant, quand on avait un seul CPU avec un seul cœur, on pouvait faire du multithreading. Mais en fait, chaque thread se battait pour avoir du temps sur le même processeur. Maintenant, on a du multithreading encore, on a un multicœur. On peut toujours avoir le problème on a plein de threads partout sur le système qui veulent se battre pour les mêmes cœurs partout. Donc, il faut réfléchir un peu à comment ça fonctionne en dessous. Donc, à l'architecture CPU. C'est là où j'ai oublié de vous mettre un graphe dans mes slides, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça à la volée. Donc vous avez une archi qui est multicœur. Vous avez un gros processeur. Et chaque cœur, c'est un endroit où il y a un fil d'exécution. Ils partagent, en fait, ils ont ce qu'on appelle des caches. C'est-à-dire quand on va chercher de la donnée quelque part, on ne va pas la chercher en RAM à chaque fois, parce que l'accès RAM, la RAM est rapide de nos jours, mais il y a quand même un coût. La donnée fait je ne sais plus combien de mètres à circuler depuis le CPU jusqu'à la RAM, et donc il y a un coût d'accès. Donc on s'est mis à faire des zones mémoire proches du CPU, qui sont beaucoup plus rapides d'accès, et ce qu'on appelle les caches L1, L2, L3 pour le niveau. Le cache L1 est beaucoup plus petit que le plus petit de tous. Il est très rapide, il est très facile d'accès, mais il n'y a pas beaucoup de place. En fait, il faut savoir que plus on a de la mémoire qui est rapide et qui est proche de l'endroit où on fait l'exécution, plus ça coûte cher. C'est-à-dire que ça prend de la surface sur le processeur, ça prend une surface énorme. Donc le cache 2 va être un petit peu plus lent, mais avoir plus de place. Le cache L3, s'il y en a un, va aussi être un peu plus lent, mais avoir plus de place. Et après, il y a la RAM. Donc si vous allez chercher de la donnée, que vous la trouvez dans le cache L1, c'est très bien, ça va être très rapide. Si vous ne la trouvez pas, vous irez voir après dans le cache L2. Si vous ne trouvez pas, vous allez voir dans le cache L3. Si vous ne trouvez pas, vous allez voir en RAM. Et peut-être que c'est là. Ou peut-être même vous allez chercher sur le disque derrière. Et vous allez introduire des latences énormes. Donc il y a ça déjà. Il faut savoir qu'en plus, les caches peuvent être partagées. C'est qu'il peut y avoir des données partagées entre plusieurs cœurs. Et donc, tout le monde sait ce que c'est les multicœurs, manifestement, et on a vu arriver. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un mutex? Voilà. Est-ce que tout le monde a souffert avec les mutex? Je fais un cours de multithreading en C++ à des petits jeunes, c'est assez drôle. Même moi, je me plante en fait. Bon. Des fois, on a de la donnée qui est partagée entre plusieurs fils d'exécution. Et le problème, c'est que si on a ces fils d'exécution qui sont sur plusieurs cœurs en même temps et qui veulent accéder à la même donnée et potentiellement la modifier, il faut qu'ils se synchronisent. Il faut qu'ils décident. Là, c'est moi qui ai accès, et si quelqu'un d'autre veut lire la donnée, il faut qu'il ait la donnée la plus récente. Et en fait, dans un CPU, il y a un bus interne qui va envoyer des messages dans tous les sens. Alors, attention, là maintenant, moi j'ai la main là-dessus. Maintenant, il y a tel autre cœur qui a modifié à cet endroit-là, et donc il faut aller recharger la donnée. C'est-à-dire qu'on va aller péter la donnée qu'on a en cache et prendre celle qui a été modifiée par l'autre cœur, etc. Et tout ça, ça a des coûts en temps d'accès. Donc, il y a différentes sources pour ce genre d'infos, mais grosso modo, c'est un ordre d'idée, c'est pas des données précises. Mais un ordre d'idée, c'est que aller chercher de la donnée dans le cache L1 et la trouver, ça va coûter une nanoseconde. Branch mispredict, c'est un truc intéressant. Les CPU, ils essaient de deviner, quand vous faites un if-else, ils essaient de deviner si vous allez dans le if ou si vous allez dans le else. Et avant d'avoir évalué la condition, ils vont commencer le calcul. Et dans la plupart des cas, s'ils se débrouillent bien,
bah, une fois qu'ils ont évalué le calcul et qu'ils ont vu qu'ils sont dans la bonne branche, bah, ils continuent. Mais s'ils se sont plantés, bah, il faut qu'ils reviennent en arrière et qu'ils reprennent l'autre branche. Arrivé au cache L2 par exemple, on va prendre 4 nanosecondes. Aller chercher quelque chose dans la RAM, bah, du coup ça va nous coûter 100 nanosecondes. Donc vous voyez que ça monte très très vite les temps d'accès. Corollaire de ce qu'on voit là, si on peut garder la donnée dans le cache, très proche, c'est très bien. Autre chose importante, comme on a dit, sur le wait time, si je rajoute de la latence quelque part, ça va s'appliquer à tout le monde. Si j'ai des cache miss en L1, et ça arrive quand même assez fréquemment, si j'ai un cache miss en L1 par requête, et que j'ai 10 000 requêtes concurrentes, je rajoute 40 millisecondes, et c'est 40 millisecondes de wait time pour chaque requête. Il y avait une conférence très intéressante à Devoxx Belgique par Cliff Click sur justement la performance comme ça, et il disait quelque chose d'intéressant, c'est que la performance est dominée par les cache miss. On a des processeurs qui sont rapides maintenant, on a du multicœur, des choses comme ça, mais ce qui prend du temps, c'est d'aller chercher la donnée à chaque fois. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Et du coup, on en revient au problème qu'on avait qui était celui du context switch. Quand on passe d'un thread à un autre, par exemple sur un même cœur, ou quand on fait des synchronisations, etc., on va se payer de l'ordre de la milliseconde en temps perdu. C'est-à-dire juste pour passer d'une requête à une autre, si par exemple on a une archi avec des threads bloquants, mais même si on a plusieurs threads qui se battent pour le même CPU, on va avoir ce problème-là. Pourquoi? Parce que chaque thread vient avec tout un contexte. C'est la valeur qu'on a dans les registres du processeur, ça va être les données que le thread était en train de traiter. C'est-à-dire quand on arrive au nouveau thread, bah, du coup, lui était en train de traiter d'autres données. Il y a même le code. Il faut charger le code que le CPU que le cœur va exécuter. Et donc tout ça, en fait, bah, on va casser, on va péter les lignes de cache, on va virer les données et on va aller en chercher de nouvelles. Et ça à chaque fois qu'on passe d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'il y a un concept qui prend un peu d'ampleur, qu'on appelle l'affinité sur les cœurs. Donc c'est pas... l'idée en fait, c'est que vous allez vous arranger pour avoir chaque thread ou process qui reste sur un cœur et qui est le seul à l'avoir, en gros. Qu'est-ce que ça fait? Bah, si vous n'avez pas un thread qui va sauter d'un processeur à un autre, parce que ça c'est quelque chose qui arrive aussi, hein, c'est votre kernel qui va décider qui s'exécute où à quel moment, selon la disponibilité de la puissance. Vous pouvez dire à votre kernel, bah, en fait, voilà, j'ai ma machine en 64 cœurs, le kernel s'exécute sur un cœur, et les 63 autres, c'est mes 63 process, et ils restent chacun sur le sien. Qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est-à-dire que comme on ne passe pas de temps à sauter d'un endroit à l'autre ou à partager la ressource, les données qui correspondent à un fil d'exécution sont toujours très 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 proches dans le cache. On appelle ça la localité des données. Et du coup, on va éviter les problèmes de cache qu'on a, on va éviter les problèmes de context switch. On peut encore avoir un problème si on partage de la donnée entre les deux. Vous faites des langages fonctionnels peut-être. Vous avez entendu parler de immutable data, d'immutable data structure, des choses comme ça. Si vous partagez de la donnée mutable, si vous avez des mutex et des choses comme ça, bah du coup, vos cœurs vont devoir quand même se synchroniser et causer entre eux pour savoir qui accède à quoi et autres. Shared nothing, bah vous partagez rien entre chaque process. Nous, dans le proxy, à chaque fois qu'on reçoit une information de configuration, bah, on n'a pas un truc central, genre une page mémoire qui est partagée entre tous les processus. Chacun va recevoir le message, voilà la nouvelle conf, et il va avoir son propre état en mémoire de la configuration. Il y a zéro synchronisation entre tous les proxys. Ils ont chacun leur espace mémoire, ils ont chacun leur cœur, ils fonctionnent proprement, bien séparés. Et du coup, on a des process qui sont complètement en parallèle et qui sont relativement rapides. Ça nous amène à un parallèle intéressant. C'est quand même une méthode enfin, je vous fais un talk sur des techniques modernes. La plupart des techniques dont je parle, elles ont 10 ans, voire plus. Hein. C'est moderne-ish. Mais là, il y a un truc qui est assez récent, mais pas tant que ça, qui s'appelle les cartes réseau en multi-queue. Parce qu'il y a quand même un truc sur lequel on est en train de partager de la ressource, c'est l'accès au réseau. On a un serveur, on écoute sur une socket, sur un port, et tout le monde écoute sur le même. Et donc le problème, c'est que là, on cause au kernel pour avoir accès à tout ça, et il y a de la donnée partagée. Et ben, il y a des cartes réseau
qui sont assez malines pour avoir des queues de paquets spécifiques par cœur. C'est-à-dire que quand une nouvelle connexion arrive, la carte réseau va regarder sur le paquet TCP, les numéros de session, les choses comme ça, et va l'envoyer dans une queue sur un cœur particulier. Et à chaque fois qu'elle reçoit un nouveau paquet qui correspond à la même session, ça va envoyer vers le même cœur. Et donc du coup, chaque cœur a sa suite de paquets à gérer et ne va pas se battre avec les autres pour l'accès aux données. Donc ça, c'est du matos qui coûte un peu plus cher, mais c'est vachement accessible maintenant. Il y a quelques très bons articles de chez Cloudflare sur l'utilisation de ces choses-là. Et on a des gains de performance qui ne sont pas négligeables, quoi. Vous vous rendez compte, là, c'est même pas le kernel qui dit à la carte réseau, tiens, maintenant ce paquet-là, tu le mets là, tiens, maintenant ce paquet-là, tu le mets là. C'est-à-dire que la carte réseau, elle a accès direct à la RAM, elle écrit là où elle a envie d'écrire. Et donc, ça ne va même pas vous prendre du temps CPU de l'envoyer au bon endroit. Donc là, on a plutôt bien travaillé sur le wait time. On a le service time maintenant à travailler. Comment est-ce qu'on fait? Bon, première chose, on va aller être sérieux, on va optimiser un peu le code. Ouais, bon. Il y a des méthodes, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler tout de suite et qui vont avoir un impact énorme. Premier, si j'arrive à cliquer, voilà, j'aime pas la garbage collector. Bon, alors, garbage collector, c'est très utile, mais comme tout ce qu'on peut en avoir en ingénierie, c'est un compromis qu'on fait. Et effectivement, ça permet d'aller bosser, d'aller faire des choses avec la mémoire qui sont très intéressantes, c'est-à-dire de ne pas se poser de questions sur la sécurité, sur des choses comme ça. On n'a pas besoin de faire un malloc ou un free, on n'a pas besoin de s'embêter avec les failles qu'on a en C, mais on prend un coup en perf. Alors je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement de garbage collector, il y a différentes méthodes, mais par exemple la plus naïve, et qui est coûteuse, là qu'on appelle le mark and sweep, on va passer sur tous les objets en mémoire, et on va regarder lesquels peuvent être atteints, c'est-à-dire lesquels ont encore des références qui pointent vers eux, et ceux qui n'ont plus de références qui pointent vers eux, ben, on les supprime. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a d'un coup un cœur qui va regarder toute la mémoire, qui va passer sur chaque objet, c'est-à-dire qu'il va péter ses caches dans tous les sens, et qui d'un coup va aller migrer de la mémoire comme ça. C'est un coût en performance qui est non négligeable. Alors il y a plein d'autres méthodes pour faire de la garbage collection pour réduire justement ces coûts-là. Vous pouvez regarder du côté de Go, par exemple, où ils ont fait un gros boulot là-dessus. Vous regardez aussi du côté de la JVM, mais vous avez quand même un problème de perf inhérent au garbage collector. Et à chaque fois, vous allez arrêter, par exemple, une bonne partie de votre exécution juste pour gérer la mémoire. Moi, je fais du Rust. Moi, j'ai pas ce problème. Oui, c'est un peu arrogant à dire, effectivement, mais je ne l'ai pas. C'est-à-dire que le compilateur Rust, c'est exactement où allouer et désallouer la mémoire, et il n'y a pas de garbage collector. Je peux faire un peu de ref count si j'ai besoin, si j'ai pas envie de m'embêter. Et donc ça peut être par exemple une différence essentielle sur le choix lorsque vous lancez dans votre projet. Est-ce que vous allez choisir d'avoir ce coup-là et essayer d'être plus ou moins rapide? Donc, garbage collection, ça augmente le wait time, forcément. Donc, dans la façon dont on fonctionne, nous, dans le proxy, on est allé plus loin que le fonctionnement de Rust qui fait qui n'a pas de garbage collector. On préalloue tout ce qu'on peut. Parce que même à ce niveau-là, allouer ou désallouer de la mémoire, ça a un coût. Et donc, on sait qu'on a des objets qui font toujours à peu près la même taille, on sait qu'on a des buffers qui seront toujours les mêmes, on préalloue tout ce qu'on peut. Le proxy, je lui dis au démarrage, prend toute la RAM possible. On s'en fiche, il est seul sur sa machine, et la RAM en question, ça va être le facteur limitant sur le nombre de requêtes concurrentes. On va dire, on prend un buffer qui fait 16K, on prend 10 000 machines, et on va savoir quelle quantité de RAM on va avoir. Donc ça, c'est une méthode très simple, par exemple, pour gagner en stabilité et en performance. Control plane versus data plane, ça c'est une approche qui vient des gens qui étaient dans le réseau, dans le routage téléphonique. Vous voyez le langage Erlang, à la base c'était pas censé transporter des paquets et faire du réseau comme ça, c'est censé gérer le routage des appels téléphoniques. C'est-à-dire qu'on installait ça sur une machine et ça va dire tel câble envoie à tel endroit, tel câble envoie à tel endroit. C'est pas ça qui transportait c'est pas le Erlang qui transportait la donnée audio, ça elle était sur le câble directement. Et ben nous dans le proxy, on a une approche comme ça justement de
qu'est-ce qu'on peut voir de la donnée et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin d'observer. Quand on commence à lire depuis le réseau, ce qui se passe, vous avez vu l'histoire de la queue de paquet. En fait, la carte réseau va écrire un endroit en mémoire, et on a un buffer kernel où on va avoir notre donnée. Quand on fait un read sur la socket, ben, on va aller récupérer la donnée côté user space dans notre process. Puis une fois qu'on a fini de la traiter, ben, on va écrire dans un autre kernel buffer, et qui après, lui, va écrire sur la socket, enfin sur ce qui va écrire sur le réseau. Donc on passe notre temps à copier des données. Mais quand on fait du HTTP, ben, on a juste besoin de lire les headers pour savoir où on va. Le body, j'ai pas besoin de le passer en user space. Donc il y a une feature là, que je vais probablement faire la semaine prochaine, qui s'appelle le splicing. C'est-à-dire une fois que j'ai par exemple fait tous mes headers et que j'ai le content len, je sais que j'ai tant d'octets que je peux passer d'une socket à une autre directement. Et on peut dire à l'OS de faire ça, c'est le syscall splice. Il y a aussi sendFile qui est assez intéressant, vous pouvez dire à votre système, voilà, on a tel fichier, il faut envoyer le fichier sur la socket. Point, on ne s'occupe pas tellement de plus. Donc, pour résumer, deux équations extrêmement importantes dès que vous essayez d'évaluer la perf. Vous pensez toujours au service time quand vous voulez faire de la perf parce que vous voulez optimiser votre code, mais ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est que vous gérez d'autres connexions aussi en même temps et il faut les voir dans ce contexte-là. Donc, pour finir, d'abord, on se fait un benchmark qui marche, on réfléchit au benchmark. Moi, je vous avouerai, j'ai encore des difficultés sur le benchmark du proxy parce que je me retrouve régulièrement à mesurer en fait la performance du serveur en back-end et pas la performance du proxy. Et le problème, c'est comme le proxy, lui, ne fait pas grand-chose sur chaque requête, il se contente juste de router, bah, il me faut un serveur qui est extrêmement costaud en back-end pour commencer à fatiguer le proxy. Et ça, c'est pas que avec Sodu, c'est avec n'importe quel proxy. Donc, tout ce qui est latence, quand vous ajoutez quelque part, ça commence à se multiplier chez tout le monde, ça augmente tous les response time. Donc, la moindre nanoseconde, la moindre microseconde va être importante à cause de cet effet de multiplication, parce que vous ne gérez pas 100 requêtes, vous en gérez 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. Donc, voilà, on a un proxy. Je vous ai donné mon approche sur la perf, sur la sécu, sur la stabilité. On pense qu'il va être bien. Je vous conseille d'aller l'utiliser, il est cool. C'était une pré-release et une annonce un peu sous le manteau comme ça, mais vous pouvez déjà aller le voir sur GitHub. Il y a des choses qu'on va sortir bientôt, donc l'intégration avec tout ce qui est gestion de conf, Kubernetes, Consul, Swarm, etc. Parce que ces outils, on peut aller prendre des diffs de configuration et aller les mettre directement dans le proxy. On a aussi l'approche où on va avoir un load balancer TCP qui va se contenter d'être très simple et derrière avoir le vrai proxy qui fait le routage et après un process séparé qui va lui donner des informations de conf. Ça permet de faire un truc, c'est que si le proxy qui fait le routage se casse la gueule, on peut rerouter vers quelque chose d'autre. Si le process qui fait la gestion avec Kubernetes et autres, ou quelque autre système, c'est plein de business rules, donc ça peut cracher, ça peut avoir des problèmes, donc il faut le séparer du proxy. On a conçu le truc pour qu'on puisse faire tout l'outillage qu'on veut dessus. C'est vraiment fait pour la flexibilité et de la prod. C'est dispo sur GitHub. Regardez notre blog, on va faire l'annonce, la vraie, dans pas longtemps. Et sinon, bah, venez me causer, moi ça m'intéresse d'en discuter. Voilà, merci beaucoup.